Les hautes falaises de Bonifacio, d'un blanc éclatant, se dressent dans un paysage grandiose où le ciel et la mer se confondent. Mais derrière les remparts séculaires de la cité se cache une réalité moins évidente à appréhender. L'eau est ici rare et de fait un bien précieux. Dans la partie orientée plein sud des falaises, face à la Sardaigne, se dessine, comme un coup de sabre, l'escalier du roi d'Aragon, taillé dans le calcaire. Ce dernier conduit à une extraordinaire cavité naturelle, située quelques mètres au-dessus des eaux turquoises de la Méditerranée. Dans cette grotte, depuis des millénaires, s'y accumule en quantité de l'eau douce au point d'y constituer un véritable lac souterrain. Pour s'affranchir de l'escalier du roi d'Aragon, le génie militaire français au XIXe siècle a réalisé l'exploit de percer un puits à la verticale de ce lac et d'y aménager un incroyable escalier hélicoïdal. Cet ouvrage, appelé le puits Saint-Barthélemy, est un symbole de la persévérance humaine face aux défis de la nature. Le puits Saint-Barthélemy se dresse tel un mystère au cœur de la ville haute. Sculpté dans la roche calcaire, il murmure les secrets d'une histoire millénaire. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage à travers le temps, à la découverte de ce site fascinant et des missions d'exploration qui ont marqué son destin. L'eau, à Bonifacio, n'est pas juste un élément, elle est la vie. Comprendre son histoire et ses secrets est essentiel. En 2023, une équipe travaillant sous la direction du docteur Antoine Orsigne, hydrobiologiste de l'université de Corté, a pour la première fois exploré les lieux à la recherche de faune et de flore dans ce lac encore secret. L'université, sachant, via Antoine Orsigne, sachant que on avait déjà fait des documentaires, qu'on avait amené du matériel, qu'on arrivait à gérer la logistique le plus en sécurité possible pour mener ce type de mission et que, en termes de plongée, on connaissait parfaitement les lieux, il s'est adressé à nous, à Corsima Schumarine, pour l'accompagner à faire ses prélèvements, notamment tout ce qui était dans la salle post-siphon de l'autre côté. Antoine voulait absolument qu'on l'y amène, mais nous on n'a pas voulu. Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut être un peu plongeur et c'est pas une vraie plongée spéléo, mais il faut pas que le matériel soit une source de stress. Il faut être vraiment concentré sur le déplacement qu'on fait et il faut être un peu expérimenté. Il n'y a pas besoin d'avoir comme en spéléo double réservoir d'air. On peut être plus light, c'est qu'un petit siphon à passer au final, mais il faut être à l'aise. Alors, moi, j'ai été mandaté par la collectivité de Corse pour dresser l'inventaire de la stygofaune du puits Saint-Barthélemy, dans cette eau. La stygofaune, c'est la faune des grottes, donc tout ce qui est souterrain, donc une faune très particulière, pas riche, mais on est toujours étonné. Donc, c'était de dresser l'inventaire. Donc, il y a un inventaire complet, parce que le premier inventaire, il n'y avait qu'un crustacé et qui était, à mon avis, devant la grotte, mais pas dans l'eau. J'ai fait appel à des plongeurs, à des spécialistes, hein, parce que ça peut être dangereux. Mais sans les plongeurs, on ne fait pas ce genre de manip. Sans les plongeurs, on ne va pas jusqu'au bout de la grotte, et on ne fait pas toute la colonne d'eau. Parce que là, le but, c'était aussi de faire sur 3 mètres puisqu'au maximum, il n'y a pas loin de 4 mètres. Hein. Le but, c'était de faire toute la colonne d'eau et pas que faire en surface. Quand il faut faire en surface, je sais nager et j'ai un Zodiac. Mais là, ce n'est pas le cas. L'intervention des plongeurs, elle est fondamentale aussi, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, parce qu'il y a un siphon à passer.
Avec un Zodiac, on ne passe pas un siphon. Donc il y a le siphon à passer, voilà pourquoi j'explique la dangerosité de la manip, pour aller dans la dernière salle où on pouvait s'attendre à trouver quelque chose d'extraordinaire. Donc là aussi, on n'aurait pas pu le faire sans des plongeurs expérimentés. Donc comme tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vas faire ça après. J'ai un prélèvement d'eau, un premier à faire ici. On est d'accord. Et l'autre ici? Et l'autre de l'autre côté. Donc je commence, je fais le prélèvement d'eau en arrivant. J'arrive de l'autre côté. Donc le prélèvement d'eau là, celui-là, je le laisse sur le radeau. Oui. Sur le radeau, je le laisse sur le radeau. Je passe le siphon avec l'autre bidon. Je prends l'eau. Une fois que j'ai pris l'eau, je récupère des cailloux. Allez, si tu On le fait fais comme ça? tu le fais pas demain. Ok. Parce que le caillou, même si ça avait mis en suspension, c'est pas grave. Hein. Bon, mais c'est fait. Comme ça. Ouais, non, voilà, on est d'accord. Alors, je vais te donner les bons. Là-bas, c'est le numéro. Alors, là, non. Caillou, Oh. intermédiaire. Ah, ici. ok, ça Non, mais- c'est bon. Voilà, C'est- par deux. Voilà, en ça. deux. Voilà. En B1, deux. B2. Ça, c'est les cailloux et ça, c'est mon c'est caillou. l'eau. Je vais avoir le phare à la main. Et le phare sur- On y va en plongée, bouteille? Ah bah oui, on passe Ok. le siphon. Ouais. Quand on plonge dans le lac du puits Saint-Barthélemy, on part d'une plagette qui est assez large, avec un assez grand volume. On voit d'ailleurs la mer par l'entrée qui conduit aux escaliers du roi d'Aragon. Et une fois qu'on est équipé, on commence à avancer avec beaucoup de précaution parce qu'il y a un énorme dépôt de sédiments au fond. Et dès qu'on donne un coup de palme ou un mouvement un peu brusque, ça soulève ce dépôt. Et au fur et à mesure de la progression, cette grande salle se transforme en une sorte de couloir. Et on fait une progression de 50, 60 mètres et on arrive à ce siphon qui, en fonction des niveaux, est parfois juste une voûte mouillée. C'est-à-dire que, plutôt en période hivernale, c'est là où le niveau est le plus bas, on arrive à distinguer la salle qu'il y a de l'autre côté. Et quand on arrive au niveau de ce siphon, là, on se laisse descendre doucement pour pouvoir le passer sans toucher les fonds. Et on arrive de l'autre côté, dans cette grande salle avec des stalactites à la couleur jaune très très marquée qui sont au plafond. Éclaire plutôt les murs. Après, là, on se rend compte aussi que ces stalactites, on en trouve énormément cassées et peu, voire pas recouvertes de sédiments dans la salle au fond. Ça veut dire que il y a beaucoup de stalactites qui tombent et que cette partie est quand même particulièrement instable. Et au fil des plongées, où on est toujours un petit peu, waouh, c'est extraordinaire, on est un peu dans l'aventure un peu imaginaire, hein, la grotte, le siphon, et il manque le trésor, mais on y est presque. Et là, au fil des années, on s'est rendu compte que c'est vraiment fissuré, que ça évolue quand même assez vite à l'échelle. On n'est pas dans le temps géologique, c'est sur une 10-20 ans, on voit qu'il y a eu des effondrements et que ces stalactites sont tombés. Donc c'est à la fois très beau, on a envie d'y retourner, mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un petit peu, peut-être un peu dangereux. Ouais, comme ça. On va refaire.
Alors, les méthodes que j'ai utilisées, elles sont au nombre de 4. Il y a d'abord ce qu'on appelle le filet phragétologique. Hein. C'est une espèce de filet à plancton, mais qu'on que dans les grottes. Et ça permet d'explorer toute la masse d'eau. Et l'excellent chercheur qui a fait, il a quand même exploré tout et on a trouvé de la bestiole. Après, on a une pompe, parce qu'on pompe dans le sous-écoulement. Parce que souvent, ces petites bêtes, dès qu'on rentre, les vibrations font qu'elles rentrent dans le sous-écoulement. Je m'étais déjà mis face à toi, parce que j'aurais eu tendance à regarder là-bas. Oui. Bon, je peux prendre avec les doigts, mais tu ne le fumeras pas. Tu le fumeras demain. Alors, l'opération de pompage, c'est quand même une technique qu'on utilise tous dès qu'on travaille dans des grottes, parce que la plupart des invertébrés, hein, ces petites bêtes, qui sont très petites, parfois de l'ordre du millimètre, s'enfoncent dans le sous-écoulement. Dans le sous-écoulement, donc il y a de l'eau, mais il faut les faire remonter. Et cette pompe, qui est quand même assez puissante, même si elle est qu'à main, on fait remonter, alors bien sûr il faut faire remonter quelques centaines de litres, voire 1 mètre cube, pour essayer d'attraper quelque chose. Mais c'est une opération qui est fondamentale. Il faut les poser. Que ce soit le plus... bien posé. Voilà, que ce soit... Bon, je me tâte. Hein. Parce que j'en mets un dans le coin, là, c'est limité. Après, on a la technique de piégeage. Donc, on met des pièges avec du foie. Et c'est là, c'est très efficace, la technique de piégeage. Et enfin, la 4e technique, c'est de prélever des cailloux au fond pour voir s'il n'y a pas quelques petites bestioles qu'on appelle benthiques, c'est-à-dire qui vivent sur le fond. Voilà les 4 méthodes. Et on a fait ça dans toute la longueur et tout le volume du lac du Puy-Saint-Barthélemy. Est-ce que je le mets dans un gros pot ou des petits pots? On peut avoir les blessures, les aiment se planquer. Hein. C'est pour ça que le piège, c'est pour les faire sortir. Hein. Moi, je suis preneur. Psychologiquement. Pardon? Je crois plus au piège qu'au filet, tu vois. Depuis toujours, les bonifaciens ont lutté pour s'approprier l'eau. De nombreuses citernes et terrasses de captage témoignent de cette ingéniosité face à cette nature aride. Pour s'affranchir de l'escalier du roi d'Aragon, le génie militaire français au XIXe siècle
a réalisé l'exploit de percer un puits à la verticale de ce lac et d'y aménager un incroyable escalier hélicoïdal. Cet ouvrage, appelé le Puits Saint-Barthélemy, est un symbole de la persévérance humaine face aux défis de la nature. Il faut replacer tout ça dans un contexte général qui est celui de l'eau. Les Bonifaciens ont toujours été préoccupés par un problème d'eau. La plupart du temps, ils utilisaient une fontaine qui était hors des murs de la citadelle, qui était la fontaine de l'Ognone. Mais en cas de siège, à l'intérieur de la citadelle, il n'y avait pas de point d'eau. Donc c'était quand même un problème. Donc ils ont construit des citernes avec des terrasses qui étaient alimentées par l'écoulement des eaux pluviales. Ces citernes permettaient de consommer de l'eau potable et de résister un certain temps, mais pas plus que ça. Mais en même temps, et sans doute bien avant qu'ils aient construit des citernes, ils avaient découvert au pied de la falaise, côté sud, une grotte qu'ils avaient accès par la mer. Et cette grotte, ils avaient découvert que ça donnait sur un lac d'eau douce, légèrement saumâtre, avec un développement de 60 mètres. C'est quand même conséquent, c'était inespéré, incroyable. Et pour eux, évidemment, en cas de siège, la solution était là, quoi, hein. Ils pourraient tenir plus longtemps grâce à ce lac souterrain. Alors ils ont cherché un moyen d'y accéder plus facilement que par la mer. Et donc ils ont commencé à creuser dans le contrefort de la falaise directement un passage qui est aujourd'hui connu sous le nom de l'escalier du roi d'Aragon. Cette appellation est issue d'une légende qui aurait voulu que lors du siège d'Alphonse V, roi d'Aragon, cet escalier était construit en une seule nuit, ce qui est complètement illusoire. En fait, cet escalier existait bien avant. Les Bonifaciens l'avaient creusé de façon à se ménager un accès plus facile que par la mer pour y arriver. Alors, ensuite, les gouvernements militaires, que ce soit français ou génois, ont essayé de trouver un point d'accès plus facile. Le commandant de la place militaire génois avait envoyé à Gênes en 1650 un premier plan qui proposait le percement d'un puits à côté d'un oratoire dédié à Saint-Barthélemy. Ce projet, semble-t-il, est passé aux oubliettes puisque le nouveau commandant militaire de la place, en 1668, a envoyé à nouveau une demande de percement de puits près de l'oratoire. Cependant, la confrérie de Saint-Barthélemy s'est élevée avec vigueur contre ce projet, craignant que les fondations de leur oratoire soient mises en péril, et donc ils ont protesté avec vigueur et ils ont obtenu gain de cause. Et finalement, c'est 200 ans plus tard, en 1846, la citadelle était occupée par les militaires français, qu'un nouveau projet de puits est arrivé. En fait, il y a eu une terrible sécheresse cette année-là. Et le génie des militaires se sont rendus compte de leur vulnérabilité en matière d'eau s'ils étaient attaqués. Donc ils ont imaginé effectivement faire un puits qui partait effectivement encore une fois près de l'oratoire, comme quoi les anciens avaient vu juste. Ils ont fait également une étude sur la quantité d'eau que le lac recueillait. En 1847, ils ont fait un pompage de la nappe et ils ont attendu en 24 heures la remontée de ce qu'ils avaient pompé, quoi. Et ils se sont aperçus qu'il y avait 14 mètres cubes par jour, ce qui est assez impressionnant, qui alimentait le lac, et en plus en saison sèche, c'est-à-dire juillet-août, ce qui était tout à fait surprenant, quoi, hein. Et en fait, à la réflexion, c'est pas si surprenant que ça, parce que on est dans une couche de calcaire, c'est un calcaire gréseux du Miocène. Pendant l'automne, l'hiver et le printemps, les pluies sont emmagasinées dans la surface superficielle du plateau, et par gravité, eh bien, elle met de 3 à 6 mois pour arriver à la base de la falaise,
et notamment dans le lac. Donc ils ont envoyé des plans qu'on a retrouvés aux archives militaires de Vincennes. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'ils ont mis le premier coup de pioche en 1867. Au début, ils ont fait un percement de 2,50 m de diamètre sur 63 mètres de profondeur. Il progressait à peu près d'1 mètre par semaine, quoi, hein, mais il faut se situer dans l'époque, hein, c'est tout au pic, etc. C'était assez compliqué. Et les travaux ont duré en fait 6 ans, hein, jusqu'en 1863. Et à partir de ce premier puits, ils ont excavé tout autour sur un diamètre de 6 mètres pour dégager un escalier hélicoïdal avec le passage d'un homme, hein, le passage aisé d'un homme, en taillant des marches à même la roche, y compris les retours de rambarde pour prémunir d'une chute dans le puits. Donc c'est un ouvrage absolument incroyable, dans une matière gréseuse un peu friable, mais enfin, fallait y aller, ils ont mis quand même 6 ans. Hein. Et ensuite, ils ont, puisque le but était de récolter cette eau, ensuite ils ont mis en place un système de noria, hein, c'est une espèce de chaîne avec des godets, qui se remplissait en bas et qui remontait plein, donc, et qui se déversait à la surface dans un réservoir d'appoint. Et cette noria était entraînée par la force du vent. Ils avaient mis une espèce de moulin à vent au-dessus qui tractait la noria. Bon, après, les caprices d'Éole ou son atonie faisaient que, bon, c'était pas toujours fiable. Même un temps, ils ont utilisé un âne qui tournait pour faire tourner la noria, faire remonter l'eau comme ça. Et plus tard, bon, ils ont fait des pompes mécaniques et ensuite électriques. Et ensuite, la situation est devenue beaucoup plus facile. Lorsque mes collègues hydrogéologues ont prospecté, ils étaient un peu focalisés sur l'eau douce, donc en surface, mais dès que ma belle équipe de spéléo ont commencé à plonger, me dire, bon, dès qu'on descend à 2 mètres, on a une eau salée, donc on a un gradient de salinité. On a vraiment de l'eau douce en surface, et après on a vraiment l'eau à 35 ou 36 grammes par litre, donc on a l'eau de la Méditerranée. Mais en surface, c'est de l'eau douce, ça explique que ça a été exploité. Depuis des siècles, le puits Saint-Barthélemy intrigue et attire les explorateurs. Le club de spéléologie Bastiais, Top Ipinoudi, s'est particulièrement illustré dans cette quête de connaissances. En 2015, une expédition d'envergure a été menée, en collaboration avec des hydrogéologues.
Marie Genevier, hydrogéologue, faisant partie de l'équipe d'exploration, nous en apprend un peu plus. Le puits Saint-Barthélemy a été creusé dans la formation sédimentaire dite du membre de Bonifacio. Ce sont des dépôts tendres de faible compétence que l'on appelle des calcarénites et qui sont une sorte de calcaire d'origine détritique. Ces dépôts se sont formés lors de la remontée du niveau marin qu'il y a eu il y a 15 millions d'années au Miocène. Le puits aboutit sur une cavité qui s'ouvre sur la mer d'un côté et qui est occupée par un lac de l'autre. La cavité se développe le long d'une faille qui est orientée nord-nord-est, sud-sud-ouest. C'est cet accident tectonique qui est principalement à l'origine de la grotte, mais la dissolution du calcaire par l'eau a pu ensuite favoriser son élargissement. On pouvait s'attendre à avoir de la bonne qualité parce que l'eau qui percole à travers le causse, je dirais, à travers le calcaire, c'est le plus beau des filtres. Donc on a une eau de très bonne qualité. Donc il y a la mer, mais il y a une ouverture, donc il y a le terrestre qui peut rentrer. On a un coléoptère terrestre. Après on a la percolation de l'eau, c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau douce qui arrive. Et on a en dessous l'eau marine. Et donc on a sur les 4 mètres, les 2 premiers mètres qui sont composés d'eau douce, et l'eau salée, plus lourde, est en dessous. Et après, on a cette grotte qui s'étale sur une bonne cinquantaine de mètres, 50 à 60 mètres. Donc on a un gradient en 3 dimensions qui fait que cet écosystème il est extraordinaire. Un peu moins salé, de 40, de 41. Cette sonde multiparamètres permet d'analyser rapidement l'eau sur quelques paramètres, dont la conductivité, la salinité. Ça montre tout de suite la température aussi, qui est un paramètre fondamental pour l'écologie. Donc ici, on a une eau à 14 degrés, donc pas salée, mais qui est quand même un peu salée. Donc on a une eau saumâtre, mais on va même essayer de la goûter. Le mieux, c'est de mettre un tube, tu vois, et faire remonter. On n'a pas... Je te montre les paramètres. Ici, on va faire où il y a la sortie, on va l'appeler 0. Là, on va l'appeler 1. Là, on va l'appeler 2. Avant là-bas. Et là-bas, on va l'appeler 3. Le gradient, donc on aura 1, 2, 3. Ça, c'est avec cette machine? Alors, cette machine est... il nous ramènera de l'eau, qu'on voit la salinité. Ah, donc ça, tu vas le remplir dans ce qu'ils vont t'amener. C'est ça, dans le bocal, il y a le numéro. Alors, il y a 1, 2, 3, 4. Et... Bon, donc tu vois ça, maintenant ça ne s'efface plus. Et on le joue comme ça. Alors, sur le terrain, on fait 2 types d'analyse physico-chimique de l'eau. On a une sonde multiparamètres qui donne, donc comme son indique, plusieurs paramètres, le pH, la conductivité, l'oxygène dissous, j'en passe et des meilleurs, la salinité. Et là, on a le résultat immédiat. Et donc là, ce que nous avons fait, on a pris des caractéristiques en surface, et tous les mètres, tous les 50 cm, la sonde relève ces paramètres. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait un gradient de conductivité, parce qu'un gradient de salinité. On passait de l'eau douce à de l'eau salée. Ça, c'est la manip chimique sur le terrain. Après, les prélèvements de faune que nous avons réalisés, on les amène au labo. Au labo, on tamise, on travaille avec des tamis de différents vides de mailles. Le plus petit, c'est 100 microns. Donc, on arrête tout ce qui mesure 100 microns. Et après, ces tamis, on les passe au microscope optique, mais on grossit 60 à 80 fois pour aller chercher la petite bête. Donc voilà, ça c'est un travail qui est long, qui n'est pas fastidieux, parce qu'il est passionnant, parce qu'on recherche quelque chose, on s'attend toujours à quelque chose, et on a toujours de belles surprises. Le lac souterrain sous Bonifacio
Nous l'avions découvert en lisant le livre de Rémy, qui est un entomologiste qui s'était spécialisé dans le monde cavernicole. Et j'avais découvert effectivement que ce lac existait, mais j'en avais jamais entendu parler auparavant. Et depuis, on essayait par toutes les possibilités pour aller visiter ce lac. Et il s'est avéré que nous étions en cheville dans le cadre de Secours Spéléo avec les pompiers de Bastia. Et parmi lesquels il y avait des plongeurs, hein, des instructeurs de très haut niveau. Hein. Et c'est quand on leur a parlé de ce lac, on a dit mais si vous voulez, on y va, on peut y plonger. Et c'est comme ça qu'en 83, on a plongé pour la première fois ce lac. On a plongé un siphon et on est arrivé dans une deuxième salle. Et en fait, on est descendu par le puits Barthélemy. Donc pour moi, c'était une découverte totale, tant au niveau de ce lac incroyable, tout à fait inattendu, extraordinaire, et cet ouvrage tout aussi incroyable, fait par le génie militaire. Donc c'est la collusion de ces deux événements qui a fait que je me suis passionné pour ceci. Ensuite, avec le club Spéléo des Topi-Binouti, on est revenu cette fois avec des plongeurs du club, hein, et on est revenu en 2000, hein, donc 17 ans après. On devait se munir de toutes les autorisations, parce que c'était toujours un terrain militaire, hein, et finalement, on a pu installer en haut du puits des cordes pour descendre en rappel en plein centre de ce puits, ce qui était pour nous un moment insolite. On pouvait prendre les escaliers, mais on voulait absolument le descendre en direct en rappel. On a descendu tout le matériel, les bouteilles de plongée, les combinaisons, etc., les éclairages. Nos plongeurs maison, je dirais, ont commencé à s'immerger et à filer vers le siphon. Le siphon était complètement immergé, hein, donc il fallait vraiment passer en bouteille. Et de l'autre côté du siphon, l'un de nos plongeurs a aperçu furtivement sur sa droite une petite bestiole entre 3 et 5 mm qui se faufilait dans une anfractuosité. Impossible, en regardant bien, impossible de la retrouver. Donc ça m'a été rapporté. Je me suis dit, si effectivement il y a de la vie dans ce lac, on avait de très fortes chances de voir quelque chose d'absolument unique, voire endémique. Parce que c'est un milieu clos qui est resté fermé pendant des millénaires. Et donc tout est propice au développement de crustacés ou d'insectes endémiques. On a fait plusieurs plongées, espacées dans le temps évidemment. Ensuite, on avait moins de contraintes parce que les militaires n'étaient plus là, donc c'était beaucoup plus facile d'y accéder. Mais jamais, hélas, on a retrouvé trace de quoi que ce soit de vivant pendant ces plongées. Mais dans notre tête, on gardait quand même cet espoir qu'un jour, avec un scientifique, on pourrait amener sur place, on pourrait peut-être capturer ces bestioles qu'on avait cru voir, quoi, voilà. C'était un peu le monstre du Loch Ness, on n'était pas sûr si on l'avait vu ou s'il y était ou pas, mais enfin bon, on y croyait. Au départ, moi, l'idée d'aller sous terre, ça me tétanisait, ça me terrorisait. Je suis claustrophobe. Donc ça... Mais par contre, attiré par l'aventure, je voulais voir ce qu'il y avait, puisque ça a été peu exploré au niveau invertébré, hein, parce que je sais que ça a été quand même exploré par les spéléologues, les hydrogéologues. Donc j'avais cette passion. Mais cette passion, on l'a mis du temps, parce que les premiers mètres, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à respirer, j'étais parfois sous l'adrénaline, je me suis dit je vais être obligé de m'asseoir, j'étais tétanisé. Arrivé en bas, ça allait un peu mieux. À la 3e descente, je me régalais. Donc il a fallu vraiment avoir la passion du chercheur pour faire passer l'angoisse de la claustrophobie. Dans la grotte du Puy Saint-Barthélemy, on a fait 4 campagnes. Je dirais les grosses campagnes et des campagnes plus light, je dirais. Les grosses campagnes, c'était à 4 mois d'intervalle, toute la manip, et la première manip a pris 2 jours, donc un gros week-end, pour repérer, pour faire les prélèvements d'eau d'invertébrés, et la pose de piège,
Et chaque fois, 3 semaines après, on allait relever les pièges. Donc, voilà. Donc cette opération, nous l'avons faite 2 campagnes plus 2 relèves de pièges. Ça fait 4 fois, ça fait plus que 4 descentes, parce que le premier week-end, on est descendu plusieurs fois. Bon, hein? Ouais. Ça, dans l'œil, ça doit faire du bien. On roule, on enchaîne. Je te le rends aussi. Je capte. Tu la vois une, elle est enroulée sur elle-même. Et puis regarde, si tu cherches un œil, comme là, tout à l'heure, vous regardiez ça. Et puis en faisant attention. On peut même zoomer dessus. Hein. Alors regardez, dès qu'on regarde un truc, il y a l'œil, le point noir. Ouais. Et là, il n'y en a pas. Là, il y a l'œil. Là, il y a 2 yeux. Là, il y a un œil. Voilà. Sur celle-là, il n'y en a pas, ouais. Je suis en plein sur une, là. Il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil. Alors, dans le lac du Puy-Saint-Barthélemy, donc, il y a de l'eau douce, en surface en tout cas, et on a donc trouvé des espèces d'eau douce. Sur les 3 espèces d'eau douce qu'on a trouvées, on a trouvé 2 gastéropodes, des coquillages, Bithios rhénane, l'ancile des fleuves, c'est son nom, parce qu'on trouve plus souvent cette ancile dans les fleuves, cette espèce fréquente les fleuves, on les a aussi, mais on a aussi le Niphargus de Corse. Alors Niphargus, d'abord, une espèce endémique, décrite il n'y a pas longtemps, dans les années 80 ou 90. C'est comme tous les crustacés qui fréquentent les grottes, il n'y a pas de lumière, donc on ne peut pas voir, et donc il n'y a pas d'œil. Donc il n'y a pas d'œil, la bestiole elle est aveugle, donc ça veut dire qu'on voit de longues antennes pour se repérer, parce que la bestiole elle se repère, elle se repère grâce aux antennes, mais il n'y a pas d'œil. C'est vrai que dès qu'on voit une bestiole où il n'y a pas d'œil, on peut se dire celle-là, elle vient d'une grotte où il n'y a pas de lumière. Aujourd'hui, le puits Saint-Barthélemy et ses abords, la caserne Mont-Laure, appartiennent à la collectivité de Corse. Dans le cadre de la gestion de ce patrimoine, cette dernière mène de nombreuses études, de diagnostics et des recherches. L'ancienne caserne Mont-Laure, qui surplombait le puits, a longtemps été un témoin silencieux de son histoire. Mais aujourd'hui, les bâtiments construits par les militaires dans les années 60-70 ont été démolis, laissant place à un projet de réhabilitation ambitieux. Le site retrouve son allure d'antan, offrant une vue imprenable sur le puits et la mer turquoise. Le site Mont-Laure, la complexité, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de schéma directeur vraiment affiché sur le site Mont-Laure. Donc, il y a des projets qui sont en cours de discussion pour une gestion globale. Donc là, on travaille un petit peu pour l'instant au coup par coup. La direction des bâtiments a procédé à tout ce qui est mise en sécurité, tout ce qui était des amiantages, voilà, des chapelles, des édifices, tout ça. Nous, maintenant, on travaille un petit peu. Alors, on fonctionne avec M. Tcheller, le chef de service, sur des petits projets destinés après à s'imbriquer dans un projet plus global pour le site Mont-Laure. Donc là, on restaure la caserne génoise et on travaille sur on a restauré l'escalier déjà de Aragon depuis maintenant 2 ans. On a mis en sécurité toute la partie falaise et maintenant on s'attaque plus particulièrement, et c'est ce qui nous intéresse, au puits Saint-Barthélemy, avec des études qui ont été diligentées pour travailler sur ça, mise en sécurité, dans un but futur d'ouverture au public, avec un circuit, comme tu le sais, on travaille avec la ville de Bonifacio pour mettre en visite, au-delà de l'escalier du roi d'Aragon, le puits Saint-Barthélemy,
mais d'une façon un peu différenciée, parce que c'est un édifice, tu l'as vu, qui a des problématiques sécurité, etc., assez importantes. Donc voilà, on réfléchit à comment le mettre en sécurité pour l'ouvrir de façon un petit peu plus encadrée que ne peut l'être l'escalier du Roi Dragon actuellement, raison pour laquelle on a diligenté des études, dont cette étude sur la stygofaune du puits. Cet ouvrage est quand même remarquable à divers degrés. D'abord parce que quand on se met en haut du puits, on a une vision un petit peu conique quand on regarde vers le bas. Et moi, j'ai de suite songé à une tour de Babel inversée. Je trouvais ça incroyable, cette géométrie hélicoïdale qui nous aspire. C'est vraiment d'une esthétique rare et qui peut être surprenante de la part d'un ouvrage du génie militaire, quoi. C'est pas vraiment attendu, quoi. Mais c'est remarquable pour ça. Et puis, comme c'est un calcaire gréseux, ils ont pris conscience que les marches subiraient une usure du fait du passage, et ils ont garni chaque marche d'un revêtement en pierre de Brando, que j'ai rapidement identifié, étant d'origine de Brando. Tous les 6 mètres de profondeur, il y a un palier, et il y a 6 paliers comme ça, et 350 marches. Alors la collectivité de Corse est propriétaire de tout ce site dit des casernes Montlaur, donc c'est à peu près 5 hectares en marge de la ville haute, entre la ville haute et le cimetière. C'est un transfert de propriété, un des nombreux transferts de propriété de l'État, d'ailleurs qui est revenu entièrement dans le giron de la collectivité, y compris avec les anciennes propriétés du conseil général. Son devenir, justement, c'est un grand point d'interrogation. On a des dizaines de milliers de mètres carrés de bâtiments en relativement mauvais état, des enjeux forts sur le plan patrimonial en premier lieu, mais bon, un site aussi spectaculaire, avec un tel potentiel, attire aussi d'autres intérêts. Donc aujourd'hui, en l'absence d'un grand projet, parce que aussi l'époque fait qu'on ne raisonne plus en grand programme, grand projet, un état actuel et un état fini, quasiment sans transition. Aujourd'hui, on réfléchit un petit peu à la manière, dans le jargon de l'urbanisme, c'est l'urbanisme tactique. Voilà, c'est des petits projets qui, mis bout à bout, concourent quand même à une vision d'ensemble, qui en premier lieu, avant de penser au programme, c'est une sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, protéger le monument historique ou non, mais on en a un certain nombre, leur valorisation et une ouverture au public de cet espace, donc notamment tous les espaces extérieurs aux abords des bâtiments, qui devra faire l'objet d'un projet paysager. Donc en gros, revenant sur cette idée de stratification historique, ça serait l'idée de redonner le site comme il aurait été au XVIIIe siècle, c'est-à-dire ses chapelles, ses casernes, et sa végétation endémique, ses tracés qui perdurent depuis
les premiers temps, on a cartographié le site, hein, on a ces cheminements, ces routes qui sont encore présentes dans le parcellaire cadastral. Donc en gros, c'est une ouverture au public, sans forcément de fonction, mais déjà en lui redonnant une qualité d'espace public digne de ce nom, ce qui peut se comprendre au vu du caractère spectaculaire de ce site. Et récemment, donc on a fait réaliser par le cabinet du géomètre Pétrogne un relevé 3D complet de l'ouvrage, sachant que c'est un ouvrage non bâti et creusé dans la roche, donc sans façade, donc c'est pas un bâtiment, mais on a pu générer la coupe transversale du puits et de la grotte, c'est-à-dire la coupe sur la totalité de la falaise, qui nous donne quand même, visuellement, c'est assez parlant sur l'importance de cet ouvrage, et le relevé 3D qui nous permet de circuler, de descendre dans le puits, on dira comme dans un jeu vidéo, donc assez utile à la fois pour des futures études techniques, de maîtrise d'œuvre, comme pour un projet de valorisation et une visite virtuelle. C'est un objectif de cette étude, hein, c'est-à-dire on s'est dit, dans un environnement tel que celui-là, il y a quand même la probabilité qu'on trouve quelque chose, une espèce, en tout cas quelque chose qui impose une précaution particulière, voire une protection, c'est-à-dire on a un environnement qui est fragile. Alors cette découverte effectivement d'une espèce endémique, ça, pour moi ça en rajoute encore à la valeur patrimoniale du site, c'est-à-dire qu'on a l'action de l'homme, mais on a cette petite crevette qui est présente depuis des milliers d'années et qui est propre à cette grotte. Donc c'est... comment dire, oui, ça en ajoute encore à cette valeur patrimoniale, parce qu'on introduit aussi cette notion du patrimoine naturel, un patrimoine alors bâti, ouvragé par l'homme, un patrimoine naturel, les deux exposés à une grande fragilité, et c'est un argument très important justement qui va peser dans la question de son ouverture au public, c'est-à-dire, j'imagine qu'il y aura beaucoup de précautions à prendre sur l'éclairage, sur la fréquentation. Alors c'est un lieu qui mérite d'être connu par le public, mais pour autant, c'est aussi un lieu qui mérite d'autant plus avec cette découverte d'être encore plus protégé, donc il faudra en trouver la juste mesure. Quand on veut les récupérer, si tu ne veux pas passer 1 heure à les récupérer une à une, et là, théoriquement, on regarde toujours le doigt, qu'il n'en reste pas une, et là, je les ai toutes là-dedans. Et maintenant, les enfants, je vous demande votre attention. Voilà, que de l'aveugle. Vous avez vu, on voit l'intestin avec les bouts de foie, puis il y a 2 ou 3 beaux spécimens. Voilà. Là, il y en a deux différents. En écologie, on a toujours ce qu'on appelle une espèce vicariante, c'est-à-dire on regarde à côté, on regarde dans les Alpes, on regarde dans les Pyrénées, et on a une autre espèce, c'est dans le genre Niphargus, mais c'est une autre espèce, c'est pas la Corsicus elle est en Corse cette espèce, mais elle se nourrit de la même manière. Donc ce sont souvent à l'origine une espèce qui s'est scindée en 2, et ça a donné 2 espèces vicariantes, c'est-à-dire qui vivent dans les mêmes conditions et qui vivent de la même manière. Donc dans les grottes, pas de lumière, à manger 3 morceaux de bois. Donc c'est de la matière organique. Ils mangent tout sauf des cailloux. Mais c'est quand même assez extraordinaire la résilience de ces bestioles, c'est-à-dire l'adaptation à ces conditions particulières, y compris dans la manière de se nourrir. Voilà, ces 2 morceaux-là. Alors moi je pense qu'au-delà des trouvailles scientifiques et de la passion que je mets aussi de la passion de faire savoir, de montrer le caractère exceptionnel que nous avons globalement dans les eaux en Corse, mais surtout dans des milieux comme ça, des milieux qui sont fragiles parce qu'ils peuvent peut-être être un jour ouverts au public et qui aura peut-être tendance à jeter quelques bouteilles en plastique ou quelques... Mais bon, si on sensibilise, voilà. Donc le but, c'est aussi de montrer aux scolaires, hein, et de faire dans des conférences grand public, montrer l'intérêt de ce petit site, hein, c'est un point sur une carte, mais extraordinaire au niveau biodiversité. Alors peut-être qu'avec petit à petit, l'augmentation du niveau de la mer, c'est devenu de plus en plus salé.
Parce que de 1885, je prends le marégraphe de Marseille, à 1950, on avait un petit 1,6 mm par an. Depuis les années 90, on a 5 mm par an de montée. Donc probablement que ça va aller de mal en pis au niveau salinité dans le lac de la Grosse Saint-Barthélemy. Au creux d'une cavité et dans une strate d'eau douce, s'est développée la vie. Le Niphargus, soumis à des contraintes extrêmes propres à ce lac souterrain, par sa rareté et son unicité façonnée au fil des millénaires, est une véritable merveille. Sa présence est une célébration silencieuse de la diversité et de la richesse de la vie sur notre planète. Cependant, dans un avenir proche, la montée du niveau de la Méditerranée risque de balayer ce fragile équilibre. Bon, Alors, fin de tournage pour le Puy Saint-Barthélemy. Les mystères, les mystères. Fin de tournage. Et on est le 4 On est le 12. 12, merde, avril 2024. Le 12 avril 2024, fin de tournage. Les mystères du Puy Saint-Barthélemy. Oh, ça de fait Bonifacio. Attends, check. Check.